Dans cet épisode du balado compte complet. Ce gars-là, sur une échelle de 10, il avait de la puissance, c'est entre 8 et 9. Il dit, moi je frappais des circuits, mais je n'étais même pas proche de ça. Ça te donne une idée, Marc, je soulève son nom parce qu'on n'a jamais entendu parler de ce gars-là. Puis tu regardes les statistiques, là, au milieu de la trentaine, tu réussis à avoir 3 saisons comme celle-là. Imagine s'il avait été à son apogée dans le baseball majeur. C'est un exemple parmi des dizaines. Et c'est super comme exemple. Et tu mentionnes que lui-même n'était pas nécessairement, loin d'être le meilleur joueur dans la Ligue des Noirs. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine sur l'actualité dans le monde du baseball. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Marc, on va commencer tantôt avec les deux puissances du baseball majeur là, qui semblent s'en aller tout seuls, les Phillies et les Yankees. C'est qu'il y aura une nouveauté à compter de cette semaine. C'est que vous aurez l'occasion d'entendre des entretiens qui seront réalisés et qui seront ajoutés sur notre site Internet. On commence cette semaine, ce jeudi. On aura un entretien avec Jack Anderson. Qui est Jack Anderson? C'est un membre de la Society for American Baseball Research. Surtout, je te dirais, la référence au Québec pour ce qui a trait la Ligue des Noirs. Et la semaine dernière, on a annoncé que les statistiques des Ligues des Noirs seront reconnues par le baseball majeur. D'ailleurs, il en sera question un petit peu plus tard dans le cadre de notre balado. Donc, ce jeudi, vous aurez l'occasion d'entendre cet entretien d'une durée d'à peu près une demi-heure en deux parties avec Jack Anderson, qui est une sommité en ce qui concerne là, les Ligues des Noirs, les joueurs qui y ont joué et la pertinence justement d'ajouter ces statistiques-là. Donc, on en a discuté avec Jack Anderson et on en parlera un peu plus tard au cours de ce balado avec Marc. Marc, Yankees, Phillies, est-ce qu'on s'enligne déjà pour une série mondiale dans ces deux équipes-là? On est au mois de juin. Hey, tu commences fort. Écoute, c'est sûr que, rappelle-toi, en début de saison, on fait nos prédictions. Alors, on fait nos prédictions basées, évidemment, sur les formations, les réputations, les ci, les ça. Puis là, on se disait, la plupart choisissaient quand même les Braves, même si les Phillies, évidemment, ça se rendent toujours très loin en série. On disait que dans la division S, les Braves allaient probablement remporter le titre, même si, Alex Agostino ne serait pas d'accord avec nous. Et du côté des Yankees, il y avait un paquet de points d'interrogation. Blessure à Garrett Cole, qui va prendre sa place, évidemment, dans la rotation. Est-ce que le reste de la rotation c'était suffisant pour permettre aux Yankees de devancer, par exemple, les Orioles de Baltimore? Est-ce que Judge va être en santé? Est-ce que Stanton va être en santé? Est-ce que Rizzo va être en santé? On savait que le Maillot était déjà amoché. On savait que Soto s'en venait, que ça allait donner un peu de vie. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas grand monde qui plaçait nécessairement les Yankees en tête de cette division-là. Enfin, il y en avait toujours quelques-uns, là, mais là, de voir ces deux équipes-là dominer de cette façon-là, je trouve ça extraordinaire. Alors oui, en date d'aujourd'hui, le début du mois de juin, si on a ciblé deux équipes potentielles à se rendre en série mondiale, on serait fou de ne pas aller de ce côté-là. Les Guardians vont très, très bien. Milwaukee est une belle surprise dans la nationale aussi. Les Dodgers jouent du bon baseball. Mais force est d'admettre que ce que les Phillies et les Yankees ont fait, surtout au mois de mai, là, les Yankees et Aaron Judge, entre autres choses, qui ont débloqué, ça s'est mis à frapper. Donc, la force des deux équipes s'est fait ressentir. Mais vrai de constater, Alain, que du côté des Yankees, ce sont les lanceurs partants là, qui ont vraiment surpris. Là. Je sais pas. Les Phillies aussi, Marc, c'est la constante. Ce que j'ai remarqué entre les deux équipes, c'est la tenue des lanceurs partants. S'il y avait une équipe à laquelle je donnerais peut-être la main haute, c'est plus les Phillies, Marc. Parce que là, on a vu en fin de semaine Taijuan Walker. Ça vivote, Marc. Puis on a un bon plan B avec Spencer Turnbull. Chez les Yankees de New York, regarde, t'as des gars dont la feuille de route n'est pas très élevée. Louis Gill, il serait peut-être la recrue de l'année actuellement dans la Ligue américaine.
Bon, Clark Schmidt sur la liste des joueurs blessés, mais Garrett Cole pourrait revenir. Attention, est-ce que son coude va être à 100% quand il va revenir? Carlos Rodon a une feuille de route de blessure. Nestor Cortés, une saison complète sans blessure, c'est pas certain. Je trouve ça plus incertain, moi, chez les Yankees de New York. Je parle juste des lanceurs partants. On pourra revenir aux joueurs de position, là, mais chez les lanceurs partants, c'est un excellent rendement depuis le début de la saison. Je me dis juste que je retiens mon souffle un petit peu plus chez les Yankees que chez les Phillies. Tu as raison, parce que les questionnements qu'on avait en début de saison peuvent se produire plus tard en saison. Ça, c'est clair. Mais je pense quand même que les Yankees, une fois cette machine-là partie, tu as l'impression qu'elle va être difficile à arrêter. C'est juste ça que je veux dire. Les Orioles vont être dans le tour, vont évidemment être derrière eux, on va leur mettre de la pression. Donc, les Orioles vont être là. Les Yankees ne seront pas seuls, évidemment, dans cette division-là. Et tandis que les Phillies, ben écoute, moi, ce que j'ai aimé des Phillies, c'est, puis on s'en est déjà parlé, Alain, on ne voulait pas répéter au cours des 2 dernières années où on avait des débuts de saison extrêmement difficiles et que là, qu'on faisait du baseball de rattrapage. On finissait très fort, ce qui est une bonne chose, mais on voulait s'assurer de commencer fort. Et là, écoute, force est d'admettre que la recette a fonctionné très, très bien. Je ne sais pas quelle était la recette, mais même l'absence d'un Trey Turner ne paraît même pas. Puis s'il y a bien des équipes qui, si tu perds un gars comme Trey Turner, c'est sûr que tu vas en ressentir, là, surtout à long terme. Alors là, c'est de voir à quel point Edmundo Sosa a fait un travail formidable à son absence. On a continué à frapper. Tes joueurs qui doivent... Tu sais, Alec Bohm, on n'en parle pas assez, selon moi. Là. On savait qu'Harper est un excellent joueur, toujours potentiel d'un joueur par excellence. Schwarber, c'est Schwarber, évidemment. Mais ce qu'Alec Bohm a pris comme place... dans le rôle offensif des Phillies, c'est extraordinaire. C'est une des principales raisons, selon moi, des succès des Phillies de Philadelphie. Donc, c'est le fun de voir ça. Moi, j'ai confiance que ça va se poursuivre. Évidemment, chaque équipe va frapper un mur à un moment donné. Est-ce que ça va être en juin, juillet, août, septembre? On verra bien. Mais la manière dont c'est parti, moi, j'aime ce que je vois. Retour de Garrett Cole du côté des Yankees aussi. Éventuellement, le retour de Trey Turner avec les Phillies. Donc, moi, je pense qu'il y a un potentiel pour que ces équipes-là gardent le cap pendant un bon bout de temps cette saison. Oui, et c'est une équipe, je pense que, qui n'est pas plus en danger. En fait, dans les deux cas, les Phillies, c'est qu'ils sont prêts avec les Orioles de Baltimore. En début de saison, la plupart des observateurs disaient que c'était l'équipe qui avait le plus de profondeur à tout point de vue. Là, on vient de perdre peut-être 2 lanceurs partants chez les Orioles de Baltimore. Est-ce qu'on va bouger de ce côté? On a du matériel à échange. Est-ce que le spectre de Trevor Bauer pourrait revenir, Marc? Moi, je ne serais pas surpris qu'en milieu de saison, il y ait une équipe qui fasse appel à Trevor Bauer. Je ne sais pas si Baltimore va aller de ce côté-là. Il a déjà joué avec Baltimore. C'était pas sous la même administration, mais quand même, je pense que son nom n'est pas aussi taché qu'il l'a déjà été. Je te parle de Bauer, Marc, parce que les Orioles, c'est une équipe qui n'ira pas sur le marché des joueurs autonomes. C'est l'ancienne administration des Astros de Houston. C'est pas de la façon dont on faisait les choses. On consolide nos acquis, on fait des échanges, puis Bauer ne coûterait pas très cher. Écoute, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais que des problèmes hors terrain semblent s'être réglés d'une manière X, même si plusieurs organisations semblent hésiter là, à l'embaucher, compte tenu évidemment de ce que ça pourrait créer comme... Mais moi, je pense qu'il y a une manière de le réintégrer là, dans le baseball majeur. Et effectivement, ce serait une solution qui serait plutôt simple et moins coûteuse. Ceci étant dit, Baltimore est très bien garni en termes de joueurs d'avenir dans leur réseau, ce qui pourrait leur permettre de faire une transaction. Le problème, c'est que le prix est très élevé actuellement. Si on fait une transaction pour aller chercher... Tout le monde cherche des lanceurs. Ouais. Tout le monde cherche des lanceurs partants. Alors, c'est évidemment très élevé comme prix. C'est est-ce qu'on veut aller de ce côté-là? Donc, Bauer, c'est pas fou du tout à ce niveau-là. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a droit à une deuxième chance, même si... ça peut parfois être un peu plus difficile en termes de relations publiques avec une équipe d'amener un gars comme ça. Parce que des fois, je me dis, il a prouvé là, qu'il est prêt. Il lance un peu partout, il lance avec succès. Ouais. Là, pourquoi qu'on l'embauche pas? Est-ce qu'il y a de l'information qui circule qu'on ne connaît pas à travers les équipes? Mais chose certaine, si on pense seulement à l'aspect baseball de tout ça,
c'est sûr que ça serait une bonne acquisition du côté de Baltimore. Écoute, Marc, même avant ses ennuis hors terrain, Marc, c'était un lanceur qui faisait pas l'unanimité, quelqu'un qui parlait beaucoup, quelqu'un qui prenait de la place. Donc, tu comprends que tu sais, sa réputation était déjà pas très bonne avant que ses ennuis commencent. Mais là, on est quelques années plus tard. Il y a quelques années, lui aussi, plus tard, peut-être de maturité. Exact. Mais lui, il est intéressant à revenir. Puis, comme tu l'as mentionné, il a démontré là, qu'il était prêt à revenir. Et en ayant des performances quand même intéressantes là, dans des ligues où il y a un calibre quand même là aussi. Au Japon, ça a quand même bien été. Là, il est au Mexique dans des conditions qui ne sont pas faciles, mais son bras semble sain. Je pense que c'est ça qui est principal. En tout cas, j'ose croire, ce que tu as mentionné est fort pertinent, c'est que j'ose croire qu'il a pris une maturité, Alain, et que si jamais il a une chance de revenir dans le baseball majeur, ben que là, on voit un Trevor Bauer avec un peu plus de maturité, un peu plus d'un joueur d'équipe. Pas qu'il n'était pas un joueur d'équipe, mais toute l'attention portée sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il pouvait déclarer, ça faisait... C'est pas certain que c'était très populaire à travers ses coéquipiers non plus. Donc, souhaitons que s'il y a un retour, on verra cette maturité-là. Bon, Marc, ça nous amène à la question de la semaine. Cette question qui est présentée par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, croyez-vous que les Braves et les Orioles peuvent rejoindre les Phillies et les Yankees? Pour répondre à la question, envoyez vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado, ou encore sur notre site internet comptecomplet.com. Marc, je pense que les Orioles vont chauffer les Yankees. Comme tu l'as mentionné, les Yankees auront, et les Phillies auront à un moment donné un creux de vague. Quant aux Braves d'Atlanta, je suis moins sûr, mais on a quand même nos 4 partants qui semblent en forme, nos 4 premiers partants. C'est la perte d'Acuna qui, cette année, va peut-être faire plus mal qu'en 2021. Quoique Alex Anthopoulos nous a réservé des surprises au fil des années. Mais là, je pense que ça va être plus difficile cette année pour les Braves là, que ça a été en 2021. Ouais, je portais à croire la même chose, Alain. Baltimore va rester dans le coup. On va trouver une manière. On a tellement de talent dans cette organisation-là. J'ai l'impression on est en mission aussi. On a appris de l'année dernière du côté des Orioles. On va chauffer le derrière des Yankees tout au long de la saison. Je pense pas de voir les Yankees vraiment s'en aller seuls en première place. Moi aussi du côté des Braves, parce que, Acuna n'avait pas un super début de saison. Olsen non plus. Ça s'en vient tranquillement. Donc, il y a beaucoup de baseball qui reste. Évidemment, puis tu as parlé d'Anthopoulos. Est-ce qu'il y a un grand coup qui s'en vient? Est-ce qu'on va chercher un joueur d'impact qui va... Parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on a remplacé carrément les 3 voltigeurs, puis on a finalement remporté la Série mondiale. Alors, faut pas effacer les Braves, c'est-à-dire de cette course. Mais l'écart qu'on est en train de creuser, c'est ça qui me laisse croire que peut-être ça va être un petit peu plus difficile pour les Braves de se rapprocher à ce moment-là des Phillies. Alain, je rappelle à nos auditeurs aussi que, évidemment, notre commanditaire principal, le Plan de Match, qu'on remercie d'ailleurs, évidemment, de nous supporter dans tout ça. J'y suis présentement à Plan de Match. C'est une boutique de baseball, équipement de baseball, évidemment, cage de frappeurs, donc on peut s'entraîner. Vous pouvez même aller sur le site Internet, boutiqueplandematch.com, si vous voulez même des cours privés d'excellents entraîneurs ici. Alors, Plan de Match à Boucherville, c'est vraiment la référence dans le baseball. Et je vous rappelle aussi, pour nous rejoindre plus facilement, pour nous écouter, nous regarder, allez sur notre site Internet www.comptecomplet.com. Marc, on va parler de l'autre équipe de New York. À un moment donné, on était dû, j'imagine, de parler des Mets et une controverse là, qui a frappé cette équipe-là. Ça va pas très, très bien au sein de cette équipe-là. Il y a eu une réunion d'équipe commandée par Francisco Lindor après une défaite à la suite de pendant laquelle, c'est-à-dire, Jorge Lopez a lancé son gant. Il est allé d'une entrevue où il a mentionné que son équipe n'était pas très bonne. Et par la suite, on l'a finalement libéré, Jorge Lopez. Marc, première des choses, il y en a plusieurs qui ont blâmé Jorge Lopez de ne pas avoir agi comme un joueur professionnel en lançant son gant et en y allant de propos semblables. Je dois avoir ton point de vue là-dessus. Écoutez, c'est certain qu'il y a un minimum là, en termes d'attitude qu'il faut avoir, c'est-à-dire
Écoute, tout le monde vit des frustrations, je parle sur le terrain, là, des frustrations de performance, de rendement. Là, de lancer son gant dans les estrades, c'est un geste quand même qui était assez fort. Et par la suite, en l'entrevue, il faut juste un petit bémol ici. Moi je l'ai écouté l'entrevue et il a surtout parlé de lui-même, qu'il n'était pas un bon coéquipier, et non dire que les Mets étaient une organisation qui était pas très bonne. Alors, je sais que par la suite, on lui a posé la question, puis ça lui a fait réfléchir en disant, ben, c'est peut-être les deux. Alors, c'est sûr que il s'est blâmé beaucoup en disant qu'il n'était pas un bon coéquipier, puis par la suite, ben, il en a ajouté en disant que ben, peut-être qu'aussi, je joue pas pour une bonne équipe. Alors, c'est sûr que ça s'annonçait pas très bien pour lui pour la suite des choses. Là, avec de tels propos, là, je pense que ça devenait évident. On comptait beaucoup sur lui, d'ailleurs, chez les Mets de New York. Mais c'est ça. En général, ce qui est plate, c'est que ça colle les Mets encore avec un mini-scandale. Rappelle-toi, chaque année, Alain, lorsqu'on prépare la saison, on dit, bon, est-ce que les Mets peuvent éviter de faire parler d'eux autre chose que, évidemment, une situation là, déplorable? Et là, ben, ça arrive. On joue pas très bien et un joueur qui déclare que, bon, qu'il n'est pas un bon coéquipier puis que finalement, bon. Alors, c'est pas super, évidemment, rien pour arranger les choses du côté des Mets, là. Marc, je ne sais pas ce que tu as vu, ce que tu as perçu de Jorge Lopez. Moi, c'est un détachement presque complet que j'ai noté. Puis là, je veux juste parler de l'aspect personnel, Marc. C'est pas parce que tu joues au baseball que tu es immunisé contre ce qui arrive en dehors du terrain. Il y a un fils qui a des problèmes de santé sérieux, Marc. Écoute, dans ce que j'ai vu, moi, c'est un détachement de quelqu'un qui a la tête ailleurs. C'est pas compliqué, là. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un point où peut-être que le baseball t'est devenu secondaire. Je ne sais pas si c'est ça que tu as perçu, Marc, une fois que tu sais ce qui arrive en dehors du terrain. Et comme quoi que ce qui arrivait sur le terrain, là, c'était très secondaire pour Jorge Lopez. Puis compte tenu de ce qui arrive au niveau familial, on pourrait le comprendre. Puis je me demande si les Mets n'auraient pas pu prendre les devants à un moment donné puis dire à Jorge Lopez, regarde, si tu as besoin de temps en dehors du terrain, peut-être qu'on l'a fait. Je ne le sais pas de ce côté-là. Mais il me semble que peut-être que ce gars-là aurait eu besoin d'aide en dehors du terrain. Tu sais, on parle des spécialistes de santé mentale. Peut-être qu'il aurait eu besoin de parler quelqu'un à l'intérieur de l'équipe. Ben, c'est sûr qu'en sachant, bon, en connaissant, en ayant cette information-là, ça change un peu la donne. Parce qu'effectivement, pas parce que tu es un athlète professionnel, que tu portes un uniforme, que tu joues, que nécessairement tu donnes de l'importance au match. Parce que chez vous, il se passe quelque chose. Tout le monde a des problèmes parfois à la maison, certaines familles pires que d'autres, évidemment, là, pour toutes sortes de raisons. Et c'est là que l'aspect humain, on revient souvent à l'aspect humain, mais tu as raison de mentionner, est-ce que lui a fait appel à de l'aide? Est-ce qu'on aurait pu percevoir cet état-là, dans le cas de Lopez, pour intervenir? Peut-être que ça a été fait, là, on n'a pas toute l'information, mais ce que ça met en lumière, Alain, c'est que ce qui se passe sur le terrain, c'est pas nécessairement toujours exact comme information. Il faut avoir le portrait global de la situation. Ouais. Il y a des joueurs qui vivent des situations vraiment pas faciles, que ce soit une séparation, un divorce, un enfant malade, je veux dire, tu sais, ou un parent là, qui soudainement apprend une très mauvaise nouvelle. On ne sont pas à l'abri de ça. Et là, il faut que tu arrives puis tu performes alors qu'on sait très bien que c'est extrêmement difficile. Alors, je pense que c'est quand même des gestes qu'il a posés là, et des commentaires qui sont quand même graves, mais et sans l'excuser totalement, ça reste qu'on peut mieux comprendre sa situation actuelle. Et tu as raison de mentionner, le baseball était peut-être même troisième dans sa priorité là, au moment où cette situation-là s'est produite. Donc, c'est ça. Donc, il faut parfois juste attendre, voir, gratter un petit peu pour savoir pourquoi un joueur réagit de telle façon. Je pense que c'est une leçon qu'il faut retirer de tout ça. Là. Mm-hmm. Bon, il y en a un pour qui le baseball ne sera plus prioritaire. Marc, c'est Angel Hernandez qui a annoncé sa retraite au cours de la semaine. Selon des bribes d'informations qui sont sorties, il aurait rencontré certains dirigeants du baseball majeur. Ça ne se serait pas très, très bien passé. Marc, il est devenu le visage un peu des arbitres qui ont plus de difficultés. Je pense que c'est un peu injuste que ce soit lui qui soit là. Même, il a couru après, certains diront, là. Mais, tu sais, j'ai de la difficulté un petit peu avec avec le fait qu'Hernandez, là,
à lui seul, bon, parce que tu as mentionné que les arbitres plus âgés avaient peut-être un peu de difficulté, là, puis tout est arrivé sur Angel Hernandez. C'est vrai que, bon, tu voyais ses décisions, mais les caméras étaient tellement braquées sur lui, Marc. Écoute, c'était impossible pour lui d'avoir un bon match sans qu'on mette l'accent sur les 2 ou 3 décisions mauvaises qui se prenaient autour écoute, d'un match. il partait d'un match avec 2 prises. C'est pas mêlant, là. On attendait la mauvaise décision. Alors, c'est sûr que ça devenait lourd pour lui. Moi, je pense, bon, peu importe ce qu'on a lu sur lui, il y a eu 2, 3, 4 versions de cette situation-là, mais moi, je suis pas mal convaincu qu'on l'a forcé à la retraite. D'ailleurs, Paul Hamill est un autre officiel qu'on a, je vais dire, mis à la retraite, là. Évidemment, ça... Qu'on a démissionné. Bon, exactement. Et personne n'en a parlé, hein, parce qu'on n'en avait que pour Hernandez à ce niveau-là. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, Alain, il y a des informations, c'est que la convention collective des officiels se termine après la saison 2024. Donc, c'est une convention qui va être à renégocier. Et là, ce qu'on semble vouloir, c'est de dire, sans forcer la retraite à 60 ans, on va la suggérer fortement, à moins d'avoir une feuille de route impeccable. Parce qu'il y a d'autres officiels qui sont critiqués. Là. C.B. Buckner est très critiqué aussi, et soudainement, lui aussi est au-dessus de 60 ans, là, 61 ans. Alors, j'ai l'impression que c'est une industrie qui va changer un peu, parce qu'on est très satisfait de la nouvelle cohorte des officiels. Puis d'ailleurs, tu vois, il y a des jeunes officiels là, qui ne font pas beaucoup parler d'eux pour les bonnes raisons, parce que justement, ils sont toujours assez solides. Ils ont l'œil maintenant de voir ces balles rapides à 99 bouger de la telle façon. Alors, on semble vouloir s'en aller un peu plus vers ça. Donc, il y a une espèce de petit bouleversement là, chez les officiels actuellement, surtout les plus âgés. Tu te rappelles, il y a une couple d'années, il y a eu quand même quelques officiels là, en rafale là, qui ont pris leur retraite. On sentait cette pression-là. Alors, j'ai l'impression qu'avec la convention collective qui s'en vient, il pourrait y avoir des changements à ce niveau-là. En termes d'âge de retraite, peut-être, ou en tout cas, je ne sais pas comment on va pouvoir contourner, là, sans dire de forcer à prendre une retraite, mais certes, il y aura des règles resserrées à ce niveau-là. Oui. Bon, Marc, ça m'amène à parler des Ligues des Noirs, ce qu'on appelait les Negro Leagues. Écoute, qui ont, dépendant des versions, là, mais il y a eu différentes versions des Negro Leagues là, du début du siècle, du 20e siècle, jusque dans les années 50. On décide de garder les statistiques, Marc, à partir de 1920 jusqu'à la fin des années 40 et de les inclure dans les statistiques officielles du baseball majeur. Moi, je suis très content. Et pourquoi? Je ne suis pas un spécialiste des Ligues des Noirs, mais j'entends l'historien du baseball majeur, John Thorne, que j'ai déjà côtoyé, je connais sa rigueur, de dire oui, ce sont des statistiques qui sont valides. Puis, Marc, tu sais, le contre-argument, c'est qu'ils n'ont pas joué contre les meilleurs. Buster Olney, moi, j'ai trouvé la réplique très intelligente. Babe Ruth non plus n'a pas joué contre les meilleurs. Donc, regarde, Marc, je pense que ces statistiques-là vont nous donner la valeur de ces joueurs-là. Je vais te laisser aller là-dessus, puis j'ai une anecdote à raconter sur un dénommé Luke Easter. Écoute, la réplique de Buster Olney était parfaite. Tu sais, je veux dire, puis tu vois là, l'implication lorsque ces joueurs-là sont arrivés dans le baseball majeur. Ça a été extraordinaire dès le départ. Leur performance, leur rendement, ils ont rendu ces équipes-là meilleures. Donc, c'est clair que il fallait y aller de ce côté-là. Moi aussi, je suis très heureux de voir ça. Je trouve que le baseball a mis ses culottes. On a fait des recherches, Alain, j'ai lu des articles là-dessus, tu connais ça mieux que moi, mais j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, puis on a fait des recherches, on a trouvé les fameux sommaires de matchs, on a fait nos devoirs. On a fait nos devoirs, puis on est arrivé, puis là, je suis content de voir que on arrive avec, pas une solution, mais en fait, la logique à tout ça. Et dire que ces gars-là, ils méritent d'avoir leur nom, leurs statistiques parmi les meilleurs. Puis, effectivement, la réplique a été excellente de Buster Olney parce que Babe Ruth, est-ce qu'il a vraiment affronté les meilleurs lanceurs à cette époque-là? Il faut en douter parce que dans la Ligue des Noirs, avec le rendement qu'on a vu des joueurs qui se sont intégrés, ou même au niveau des lanceurs, ça a été un impact immédiat. Donc, très, très bonne nouvelle. Moi, il était temps, mais mieux vaut tard que jamais dans ce dossier-là. Bravo à tous les gens impliqués dans ce grand dossier. Tu sais, c'est pratiquement historique, là, ce qui se passe. Oui.
Oui. Écoute, Luke Easter, c'est qui, Marc? Moi, on m'en a parlé quand j'ai commencé dans le métier. Il y avait des gens qui suivaient les expos et qui avaient vécu, même les Royaux, et qui me parlaient de Luke Easter parce qu'il a terminé sa carrière, lui, dans la Ligue internationale avec Rochester. Et il avait joué dans les Ligues des Noirs, en fait. Mais il a joué 3 saisons complètes avec ce qui étaient les Indiens de Cleveland de 50 à 52, Marc. Il avait 34, 35 et 36 ans. 28, 27 et 31 coups de circuit avec Cleveland. Tu imagines si ce gars-là avait joué au milieu de sa carrière dans le baseball majeur? C'est un nom qui n'est pas connu, là. Donc, il ne faisait même pas partie de la crème des frappeurs de puissance des Ligues des Noirs. Puis ce gars-là arrive au milieu de la trentaine. Puis il y a des coéquipiers, Al Rosen notamment, qui est un 3e but étoile de Cleveland. Il dit, ce gars-là, sur une échelle de 10, il avait de la puissance, c'est entre 8 et 9. Il dit, moi, je frappais des circuits, mais je n'étais même pas proche de ça. Ça te donne une idée, Marc. Je soulève son nom parce qu'on n'a jamais entendu parler de ce gars-là. Puis tu regardes les statistiques, là, au milieu de la trentaine, tu réussis à avoir 3 saisons comme celle-là. Imagine s'il avait été à son apogée dans le baseball majeur. C'est un exemple parmi des dizaines. Et c'est super comme exemple. Et tu mentionnes que lui-même n'était pas nécessairement loin d'être le meilleur joueur dans la Ligue des Noirs. Alors imagine-toi le talent qu'on pouvait retrouver à l'intérieur de de ces ligues-là. Ces joueurs-là étaient extraordinaires. Puis on le voit aujourd'hui, c'est la qualité de ces athlètes-là. Alors, très, très belle histoire, Alain, qui illustre très, très bien pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Bon, Marc, c'est le temps de la carte de la semaine. Et regarde, on va porter notre attention sur Josh Gibson. C'est probablement un des 2 noms les plus connus là, dans dans l'histoire des Ligues des Noirs. Lui et Satchel Paige, c'est pas compliqué, là. Donc, la carte de baseball de la semaine. C'est une présentation de card-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Josh Gibson, Marc, c'est le Babe Ruth de la Ligue des Noirs. Il y a une seule carte répertoriée qui présente Josh Gibson pendant qu'il jouait. Il a joué dans les années 30, 40. Et cette carte-là, dans l'uniforme des Grays de Homestead ou encore les Homestead Grays, c'était dans la région de Pittsburgh. C'était la capitale des Ligues des Noirs à ce moment-là. Écoute, ce serait la seule carte produite avant son décès prématuré à l'âge de 35 ans. Il avait des problèmes hors terrain, Marc, à ce moment-là. Sinon, il y en a plusieurs qui pensent que c'est lui qui aurait été le premier et non Jackie Robinson à faire son entrée dans les années 1900 là, dans le baseball majeur. Donc, cette série-là de 10 cartes postales qui met en vedette 7 joueurs des Homestead Grays, les photos d'équipe, je disais que Pittsburgh, c'était la capitale des Ligues des Noirs, mais il y avait des Crawford de Pittsburgh aussi de 1932. Mais depuis sa mort, Marc, tu comprends que la légende a grossi avec Josh Gibson et on compte... On dit 669 cartes de Josh Gibson, la majorité produite dans les 40 dernières années. Marc, tu regardes le physique de Josh Gibson, Marc, il était trapu. Le physique que je trouve dans les contemporains, dans les receveurs, là, je te dirais probablement Sanchez, le receveur là, des Padres de San Diego, qui a joué avec les Yankees de New York, qui avait tout ce qu'il avait, Marc, comme talent, s'il avait été vaillant un peu, on l'a déjà dit. Je pense qu'il serait proche du temple de la renommée. Mais toujours est-il que Josh Gibson, dis donc, c'est le seul joueur qui a réussi à sortir une balle du stade des Yankees, frappeur droitier. Donc, il avait de la puissance à revendre. Tout le monde qui l'a côtoyé vont vous dire la même chose. Si ce gars-là va jouer dans le baseball majeur, Marc, on ne peut-être pas de Babe Ruth, mais de Josh Gibson. Et d'ailleurs, on disait certains disaient Josh Gibson, c'est le Babe Ruth des Ligues des Noirs. Non. Babe Ruth et le Josh Gibson du baseball majeur. Alors, c'est pas peu dire. Là. Je pense que là, sa légende, son nom est bien connu. Et tant mieux, parce que moi, tout ce que j'ai lu sur Josh Gibson, c'est que c'était... Tu parles de puissance pure, mais c'est pas juste un frappeur de puissance. Le gars-là, écoute, t'avais l'impression que ce gars-là... Écoute, il en manquait pas une. Tu sais, je veux dire, dans le sens que c'était coup sûr après coup sûr, baril après baril. Alors vraiment, très, très heureux que la planète baseball puis la planète sportive puisse savoir qui était Josh Gibson à ce niveau-là. Donc, bravo. Et d'ailleurs, on retrouve maintenant son nom parmi les meilleurs joueurs de baseball de l'histoire. Oui, statistiquement, et sa plaque était déjà en first round. Là. Les statistiques font juste confirmer les évaluations qu'on faisait de Josh Gibson.
Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les Ligues des Noirs, là, il y a une entrevue qui sera disponible dans le cadre de nos entretiens qu'on va inclure dans notre site internet comptecomplet.com. Une entrevue avec Jack Anderson, qui est une sommité quand on parle des Ligues des Noirs au Québec, membre de la Society for American Baseball Research. Jack, là, qui en fait court les congrès associés aux Ligues des Noirs depuis une trentaine d'années. Alain, c'est maintenant le temps de notre segment Baseball Québec. Bien, vous savez, les saisons sont maintenant commencées et je voulais juste souligner, surtout aux entraîneurs, que Baseball Québec offre quand même pas mal d'outils intéressants parce qu'on sait que lorsqu'on devient entraîneur, souvent on devient entraîneur par la force des choses. Notre enfant joue au baseball, on connaît un petit peu ça, mais on a besoin d'outils parfois. Et le site de Baseball Québec offre de très bons outils. Alors, si vous allez sur le site de baseballquebec.com, évidemment, vous allez dans la section documents. Et une fois que vous êtes dans la section documents, là, ça devient intéressant parce que, évidemment, il y a un paquet d'informations et il y a une section entraîneur. Et dans la section entraîneur, bien là, vous pouvez voir, bon, évidemment, comment vous pouvez être accrédité pour être entraîneur, mais beaucoup plus que ça, avec des outils pour les entraîneurs, des exercices que vous pouvez faire avec vos jeunes. Il y a évidemment de tous âges aussi, parce que si on entraîne des jeunes de 7-8 ans, c'est pas la même chose nécessairement de 14 ou 15 ans. Alors, il y a des outils pour ça. Ce que je veux mentionner, c'est que c'est vraiment une bible, ce site Internet de Baseball Québec. Donc, allez-y, utilisez ces informations-là. Elles sont extrêmement pertinentes et ça va vous aider à bâtir aussi vos pratiques, vos exercices. On a même un endroit pour, je sais qu'il y a des bénévoles aussi qui doivent arranger des terrains. C'est pas toujours les villes qui s'occupent des terrains. Il y a des outils pour vous aider à même savoir comment entretenir un terrain de baseball, comment préparer un terrain de baseball avant un match. Donc, tout ça pour dire que pour les entraîneurs de Baseball Québec ou même pour l'amateur qui veut en savoir plus, allez sur le site de Baseball Québec dans la section documents et vous allez retrouver toute cette information-là. Et je termine rapidement en vous disant aussi que le moitié-moitié, le 50-50, se déroule toujours pour Baseball Québec durant l'été. Donc, on est tout près des 5 000 $. On aimerait augmenter ça davantage. Allez sur labaldor.com. Évidemment, tous les profits, évidemment, de ce moitié-moitié iront pour le baseball amateur, pour de l'équipement et des outils qui vont permettre entraîneurs et joueurs de profiter, évidemment, d'un bel été. Et donc, je vous invite à aller mettre un petit 5, 10 ou 15 $ si vous avez un peu de temps pour aller sur labaldor.com. Marc, puisqu'on parle de Baseball Québec, Édouard Julien s'est tombé il y a peu de temps, là, qui retourne dans le 3A. On l'avait anticipé avec Royce Lewis qui va être de retour de la liste des joueurs blessés. Donc, Marc, Édouard Julien, dont le MPP était supérieur à Cal Farmer et Manuel Margot, on aurait pu aller de ce côté-là. Sauf que la tenue récente d'Édouard Julien a peut-être facilité la décision des Twins. Il y a eu une longue discussion là, avec son gérant à l'issue du match de dimanche. Là. On se doutait un peu de ce qui s'en venait. Oui, effectivement. C'est un mois de mai beaucoup plus difficile pour Édouard Julien. Écoute, il n'est pas le seul où la gang, la deuxième année, frappe encore cette année des joueurs. Tu regardes la saison de Corbin Carroll, tu regardes la saison de bien des gars. C'est comme inévitable où tu as l'impression que tout le monde prend le dessus sur toi, puis toi, tu n'es pas capable de t'adapter au reste. Écoute, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure nouvelle au monde pour Édouard Julien, mais rappelez-vous l'année dernière, il a été retourné à 2 reprises. Chaque fois, il est revenu très fort. Alors, c'est ce qu'on souhaite du côté des Twins. Les Twins l'ont en très haute estime. Donc, c'est pas dire que de votant dans le 3A, puis là, ben écoute, débrouille-toi avec ça. Là. Non, c'est va retrouver ton rythme, va retrouver ton synchronisme. Il va être de retour avec l'équipe. Moi, je suis convaincu, là, c'est vraiment un passage où beaucoup de retraits sur des prises pour Édouard, un petit peu moins de puissance au mois de mai. Ça a été extrêmement difficile à ce niveau-là. Alors, on sait qu'il a les habiletés, on sait qu'il a le talent pour le faire. Il va aller se refaire, évidemment, rebâtir cette confiance-là au niveau 3A. On va le revoir parce que même si lui n'a pas connu un bon mois de mai, Cal Farmer n'a pas connu un très bon mois de mai non plus. Mais c'est un vétéran. On avait des possibilités avec le jeune Édouard Julien. Mais ça vous prouve à quel point, encore une fois, de t'établir dans le d'arriver dans le baseball majeur, c'est une chose, mais de t'établir et d'y rester, c'en est une autre. Et c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que cette fameuse... la gang la deuxième année, c'est réel, là. C'est pas juste, là, c'est vraiment extrêmement difficile. D'ailleurs,
Miranda, qui est un coéquipier d'Édouard Julien, qui avait connu sa première saison, rappelle-toi, Alain, avait été extraordinaire. Ben, il n'a pas commencé l'année dans le baseball majeur, il n'était pas capable de frapper une balle, ou presque, là, j'exagère à peine. Alors, mais là, il est revenu finalement. Alors, c'est ça l'information aujourd'hui. L'information qu'on a sur les joueurs, c'est que là, le joueur connaît du succès, ça va bien, mais aussitôt qu'on rentre dans la faille du joueur en contenu des informations que l'on a, et là, le joueur doit se réadapter à tout ça, et c'est là que ça devient extrêmement difficile. Alors, c'est pas facile de rester dans le baseball majeur. La gang de la deuxième année, c'est réel. Et là, ben, on va vraiment voir le caractère du joueur dans la façon dont il va répondre à tout ça. Mais je suis convaincu qu'Édouard Julien sera de retour plus tôt que tard, d'ailleurs, dans le baseball majeur, compte tenu de son passé, de sa discipline et de sa manière de réagir suite à ce genre de nouvelles. Oui, regarde James Outman, Marc, avec les Dodgers. Il est de retour au niveau 3A. Il y a plein de jeunes qui, d'ailleurs, première, deuxième année, là, qui n'ont pas le rendement attendu. Même en tenant compte du fait que l'attaque est en bas peut-être de la moyenne des dernières années. On va terminer, Marc, avec les Blue Jays de Toronto. Les rumeurs s'intensifient pour Vladimir Guerrero et Bo Bichette. On vient de connaître une bonne semaine chez les Blue Jays, mais là, on commence fort contre les Orioles de Baltimore. Bon, quel est l'avenir de ces deux-là? On en a discuté, mais là, plus les semaines avancent, Marc, et plus on est en train de se demander, quel est l'avenir, la direction qu'on va prendre au deuxième étage chez les Blue Jays de Toronto. Moi, j'ai mentionné que dans le cas de Bichette, je pense qu'il va vouloir aller au sud de la frontière. Dans le cas de Guerrero, c'est le fait que, Marc, il n'y a pas peut-être la tenue qu'on attend d'un joueur de premier but. Est-ce que c'est pour ça qu'on le met au troisième but, pour peut-être augmenter sa valeur? Je ne le sais pas, Marc, mais écoute, c'est sûr que si on décide de les échanger, tu vas avoir plus cette année que l'année prochaine. Ben, c'est parce que là, la question que tu dois te poser, on a bâti au cours des dernières années cette équipe-là autour de Bichette et Guerrero. Alors, là, la décision que la direction doit prendre, c'est de se dire, est-ce qu'on rebâtit tout ça? Est-ce qu'on refait tout ça en les échangeant, en ayant une certaine valeur en retour? Parce que si on attend, évidemment, après la saison 2025, on n'aura pas grand-chose. Et évidemment, la valeur va diminuer. Parce que si le joueur tombe joueur autonome dès l'année suivante, c'est évident que sa valeur diminue. Donc, est-ce qu'on fait le constat qu'on a eu de très bonnes équipes, mais on n'est pas capable de se rendre jusqu'au bout avec ces deux gars-là? Est-ce que c'est le constat qu'on fait? Ou on est encore à se dire, ben, au contraire, on va essayer de les entourer puis de repartir la machine vers le haut? Écoute, je ne sais pas. Mais compte tenu de l'historique de la direction des Blue Jays actuels, que ce soit Atkins ou Shapiro, bon, moi, je serais plutôt inquiet si j'étais un partisan des Blue Jays de Toronto. Parce que, mais effectivement, la valeur, elle est maintenant. Et Vlad frappe beaucoup mieux par les temps qui courent, mais il n'y a pas la puissance. Alors, les coups sûrs sont là, la moyenne au bâton est bonne, le taux de contact est bon, mais la puissance tarde à venir. Alors, est-ce que c'est ça, Vlad Guerrero? Est-ce que Bo Bichette, moi, je pense que Bo Bichette a plus de talent qu'il le démontre actuellement. Mais est-ce que c'est un joueur d'arrêt-court d'avenir pour une autre organisation? Alors, parce que son jeu en défense qui s'est amélioré, mais qui n'est pas parmi l'élite du baseball majeur. Écoute, c'est pas une décision facile pour une organisation, là. Et évidemment, les autres équipes les voient venir. Les Blue Jays sous-performent, même si tu dis que c'est mieux, là, ça a été mieux cette semaine, puis c'est vrai. Mais est-ce qu'on a, tu regardes froidement cette formation-là, là, de 1 à 9 ou peu importe les 26 joueurs, là, si on compare, c'est une bonne équipe, mais est-ce que c'est une équipe qui peut vraiment devancer, par exemple, les Orioles de Baltimore ou les Yankees de New York ou à la limite des Guardians de Cleveland actuellement? Alors, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pas évident, mais écoute, il y a des gens autour de la table qui sont payés pour ça. Mais moi, je ne pense pas effectivement que Vlad va être un Blue Jay après la saison 2025 parce qu'il devient joueur autonome. Et je douterais aussi que Bichette le soit. Donc, dans mon cas, je serais très sérieux dans les propositions qu'on me ferait pour ces deux joueurs-là actuellement et redonner un petit peu de vie à cette organisation-là. Évidemment, tout dépend de ce que tu obtiens en retour. Oui, ben moi, écoute, moi aussi, je serais inquiet. J'étais partisan des Blue Jays, là.
Et le retour, est-ce que ça va être des prospects qui vont être prêts dans 2-3 ans ou c'est encore quelqu'un qui est au niveau 2A, 3A et qui serait prêt l'année prochaine? Ça, c'est l'autre aspect, Marc. Quel est le plan des Blue Jays de Toronto? Est-ce que c'est ça. Est-ce que la fondation, on pense qu'on est capable de la reconstruire rapidement ou on démolit? Tu as deux options. Il y en a deux, Alain. C'est vraiment ça. Là. Est-ce qu'on croit qu'on peut entourer encore ces deux gars-là, puis après ça, les inciter à rester, à les mettre sous contrat à plus long terme, ou on tourne la page? Il n'y a pas 1000 options. Il y en a deux. Et puis les deux tombent, joueurs autonomes, au même moment. C'est pas qu'on va en garder un plus longtemps que l'autre. Alors, les décisions doivent se prendre pratiquement en même temps. Alors, il y a des bonnes choses là, chez les Blue Jays actuellement. Il y a des joueurs, Schneider au premier rang du Rouge, je pense qu'il y a des choses intéressantes. Mais il y a des joueurs qui sont encore, c'est plus difficile. Alors, mais la prise de décision est importante. Tu as une base de partisans, tu viens de rénover ton stade, une des grosses masses salariales du baseball. C'est pas rien. Il faut qu'une décision soit prise pour les prochaines années. On s'en va où? Puis il y en a juste deux options. On les garde ou on les échange. Et je pense que plus on va attendre, moins on va avoir un retour sur ces gars-là. Alors ça, c'est l'autre aspect aussi là, à suivre là, dans les prochaines semaines. Oui, puis plutôt que tard, ça va arriver vite, Marc. On est à quelques semaines à peine de la date limite de transaction. Tu es au début de juin, donc il reste 7-8 semaines, là, gros maximum, là, avant de se décider, si la décision n'est pas déjà prise. Ça, c'est l'autre aspect. On aura l'occasion d'y revenir, Marc, je suis convaincu, peut-être même ce mois-ci. Maintenant, c'est le temps de vous présenter les matchs de cette semaine à RDS, présentés par la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection située à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Évidemment, consultez la boutique des fans.ca. La prochaine semaine, on aura 3 matchs. Ce lundi, Détroit va affronter le Texas. Corey Seager qui a frappé 11 circuits au cours de ses 22 derniers matchs. C'est peut-être le meilleur frappeur du baseball majeur actuellement. Il y a Aaron Judge, je peux le comprendre, Juan Soto aussi, mais 11 circuits en 22 matchs, là, je ferais bien attention. C'est Eric Skubal qui va être au monticule pour Détroit. C'est un match qu'on vous présente donc ce lundi à RDS à compter de 20h. Mercredi, Paul Skeens est le partant prévu pour les Pingouins, les Pirates de Pittsburgh contre les Dodgers de Los Angeles. Donc, c'est un bon défi pour Skeens. Match présenté à 18h30. C'est à RDS 2. Donc, je vais parler des Yankees. Dimanche, on les verra. Ils vont accueillir les Dodgers de Los Angeles. Donc, les Dodgers, on les verra 2 fois à RDS 2, comme à l'habitude, ce dimanche à compter de 19h. J'espère que ce balado vous a plu. On vous invite à nos 3 matchs cette semaine. Et du même coup, on vous souhaite une excellente semaine de baseball. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.